Deuxième partie sur le chapitre 16 s'intitulant la radioactivité. Donc là, on va définir l'activité d'une source radioactive. Donc l'activité, on la note grand A, et ça correspond au nombre moyen de désintégration qui se réalise par seconde. L'activité va avoir une unité, et cette unité, ça va être le becquerel. Et ce qu'il faut retenir, c'est que 1 becquerel, ça correspond à une désintégration par seconde. Donc c'est-à-dire que si vous avez un échantillon et on vous dit que son activité est égale à 10 000 becquerels, ben ça signifie qu'en moyenne, chaque seconde, 10 000 noyaux radioactifs vont se désintégrer. Donc pour mesurer cette activité, on va utiliser soit un compteur Geiger-Müller ou on va utiliser des films dosimétriques. Alors maintenant on va s'intéresser à comment évolue l'activité d'une source radioactive. Donc ici on imagine on a une source radioactive donc qui est constituée de noyaux radioactifs et au départ de mon expérience, donc à l'instant t égale 0, l'activité que je mesure, je vais la noter à 0. Au bout d'un temps t, cette activité elle va être divisée par 2. Et cette durée, c'est ce qu'on va appeler la demi-vie ou la période t de notre élément radioactif. Et ce que l'on remarque, c'est que justement, si on attend à nouveau une période t ou une demi-vie, ben, mon activité, en fin de compte, elle va être à nouveau divisée par 2. Donc c'est-à-dire que à l'instant t égale 0, j'avais A0. Après une durée t, je vais avoir A0 sur 2, c'est-à-dire la moitié. Et après une durée de t, je vais avoir la moitié de la moitié, c'est-à-dire un quart de mon activité de départ. Si j'attendais une troisième demi-vie, mais là je vais avoir la moitié de la moitié de la moitié, c'est-à-dire un huitième de mon activité de départ. Et ça se reproduit indéfiniment. Donc voilà comment évolue l'activité d'une source radioactive. Et justement, cette demi-vie, elle est intéressante parce qu'elle est caractéristique de l'élément avec lequel on va travailler et ça va permettre d'évaluer notamment la dangerosité de l'élément. Donc cette demi-vie, ici vous voyez les durées sont très variables selon les éléments. Si je prends par exemple de l'uranium 238, ben là on voit que sa demi-vie elle est de 4,5 fois 10 puissance 9 années, c'est-à-dire 4,5 milliards d'années. Donc c'est-à-dire que si vous aviez un échantillon d'uranium 238 face à vous, ben la moitié des noyaux vont se désintégrer au bout de 4,5 milliards d'années. Donc c'est-à-dire que cette source reste pendant assez longtemps radioactive. Par contre, si je prends de l'iode 131, là on voit que la demi-vie elle est égale à 8 jours, c'est-à-dire que votre échantillon il va perdre la moitié des noyaux radioactifs qui le constituent vont se désintégrer au bout de 8 jours. Pratiquement, on considère qu'un échantillon a une activité qui est nulle au bout de 20 périodes ou 20 demi-vies. Donc c'est-à-dire pour l'iode 131, si vous avez un échantillon, peu importe sa taille, en fin de compte, on considère qu'il n'a plus d'activité au bout de 20 fois 8, c'est-à-dire 160 jours. Pour évaluer les dangers de la radioactivité, on va introduire certains paramètres, certaines grandeurs ici que je vais vous présenter brièvement. Alors tout d'abord, on a ce qu'on appelle la dose absorbée. Donc la dose absorbée, ça correspond à l'énergie reçue par kilogramme de matière irradiée ou contaminée. Donc la dose absorbée, c'est une énergie par kilogramme de matière, donc l'énergie va être en joules, et la masse ici en kilogrammes. Et pour donner l'unité ici de cette dose absorbée, à ce moment-là, au lieu de dire des joules par kilogramme, on va dire que c'est degrés. Mais c'est pas ce paramètre-là que l'on va retenir, ce sera plutôt la dose équivalente. Donc la dose équivalente, en fin de compte, que l'on note grand H, ben c'est la multiplication de la dose absorbée qu'on a définie précédemment avec un facteur de pondération F qui lui tient compte de la dangerosité relative des différents types de rayonnement. C'est-à-dire que selon le type de rayonnement, alpha, bêta ou gamma, ben même si on a la même activité, selon que ce soit de la radioactivité alpha ou bêta plus ou bêta moins, à ce moment-là, ce sera pas la dangerosité par rapport à l'homme ne sera pas la même. Donc exemple, si on a pour la radioactivité bêta, qu'on va prendre comme référence, on va dire que son facteur c'est 1, bah, la radioactivité alpha, elle va avoir un facteur de pondération égal à 20. C'est-à-dire
à activité égale, la radioactivité alpha est 20 fois plus dangereuse que la radioactivité bêta. Donc voilà en quoi il consiste ce facteur de pondération. Et donc H, à ce moment-là, la dose équivalente, elle va, elle, s'exprimer en sieverts. Et c'est à partir de cette donnée-là où on va avoir justement des normes. Alors, quelques effets sur de la radioactivité. Donc, ici, on dit que les matériaux, les échantillons radioactifs sont des sources de rayonnement ionisant, c'est-à-dire que lorsque ces rayonnements, donc les particules qui sont émises lors de la radioactivité, lorsqu'elles vont rentrer en contact avec la matière, ben, ça va arracher des électrons. C'est pour ça qu'on utilise le terme ionisant, parce que pour former un ion, à partir d'un atome, il faut lui enlever des électrons. Et donc, si on détruit justement ces atomes, c'est-à-dire on les transforme en ions, bah à ce moment-là, ça va avoir un effet négatif sur les cellules vivantes et notamment l'ADN. Et donc là, on peut avoir deux types d'effets. On a ce qu'on appelle les effets somatiques, avec des malaises, des brûlures, tumeurs, stérilité, et des effets génétiques, où là, c'est l'ADN qui est modifié et ça peut entraîner des mutations par la suite. Alors, pour se prémunir, ici, il y a des règles à respecter. Donc tout d'abord au niveau de la radioactivité naturelle en France, elle est de l'ordre de 2,9 millisieverts par an et par personne. Et ce qui est préconisé, en dehors de toute exposition médicale et naturelle, ben, c'est que pour le public, il faut qu'on soit de l'ordre de 1 millisieverts par an, et ça augmente notamment pour ceux qui travaillent dans le milieu nucléaire, pour les travailleurs, où là, la dose maximale, c'est de l'ordre de 20 millisieverts par an, sachant qu'ils seront suivis. Donc pour se protéger de la radioactivité, on peut jouer sur différents facteurs. Tout d'abord, on peut s'éloigner de la source, diminuer la quantité de matière radioactive avec laquelle on travaille, travailler dans une atmosphère ventilée, manipuler la source peu de temps, utiliser des écrans adaptés et sceller les sources. Alors, utiliser des écrans adaptés, parce que selon le type de radioactivité avec laquelle on va travailler, les protections ne seront pas les mêmes. Exemple, la radioactivité alpha qui est caractérisée par l'émission d'un noyau d'hélium, une simple feuille de papier peut arrêter ces particules. Pour la radioactivité bêta, plus ou moins, donc à ce moment-là, là il nous faut une épaisseur, une protection de quelques millimètres d'aluminium. Ce qui pose problème, c'est la radioactivité gamma, où là il faut de l'ordre de 1 mètre de béton ou de plomb pour pouvoir arrêter ce genre de radioactivité et s'en prémunir. Dernière chose ici, quelques applications médicales de la radioactivité, parce qu'on l'utilise. Donc on a tout d'abord la scintigraphie, où là on va tout simplement injecter une molécule radioactive qu'on appelle un traceur, et on va suivre le mouvement de ce traceur dans l'organisme. Et on peut aussi utiliser la radioactivité pour traiter certains cancers. On appelle ça à ce moment-là la radiothérapie. Et ça clôture les éléments de cours sur ce chapitre.